Je suis Dr Benfachouli, je suis pédiatre au CHU de Béjaïa. Cher maître, honorable assistance, merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui sur les convulsions fébriles de l'enfant, qui représentent une pathologie fréquente, souvent bénigne, mais qui représente un stress important et une source d'inquiétude pour les parents. Elle se définit par une affection du nourrisson ou de l'enfant qui survient entre l'âge de 6 mois et 5 ans, associée à de la fièvre sans qu'il y ait une infection ou une autre affection intracérébrale ou maladie associée bien définie. L'épidémiologie, donc, elle touche 2 à 4% des enfants de l'âge de moins de 5 ans. Les premières crises sont rares avant 6 mois, exceptionnelles après 6 ans et avec un pic d'incidence à 18 mois. Le sexe ratio étant de 1, on note quand même une nette prédominance, plutôt petite prédominance masculine, mais cette prédominance est inversée chez les petites filles, où le risque aussi de faire des crises convulsives sévères et complexes est fréquent. L'éthiopathogynie, elle est un peu multifactorielle, donc elle est interprétée comme la réponse de l'enfant génétiquement prédisposé à une fièvre soudaine, dans une période où l'enfant est en seuil d'excitabilité importante. Les facteurs qui sont incriminés, donc on a la température corporelle, bien que l'ascension ou la cinétique de l'hyperthermie n'influe pas réellement la crise convulsive, mais quand il y a un tempérament de fièvre, il y a une hyperventilation, il y a une alcalose qui modifie un peu l'excitabilité neuronale. Il y a aussi de l'influence de cytokines pro-inflammatoires qui sont connues pour être pro-convulsivantes. Les agents infectieux, notamment les infections virales, mais aussi tout ça chez des sujets qui sont déjà prédisposés génétiquement. Le lien entre la génétique et la survenue des crises convulsives étant bien établi actuellement. Le diagnostic étant clinique, donc il est important de faire la part des choses entre les deux types, parce qu'elles se divisent en crises convulsives simples et complexes, fébriles. Les simples, elles représentent 90% des cas, les complexes, 10% des cas. La séparation et la reconnaissance du type de convulsion permet un peu de codifier la prise en charge de ces malades. Donc, pour faire la part des choses entre les deux types de convulsions, les crises convulsives simples, donc elles surviennent chez des enfants de plus de 1 an, dans la durée les moins de 15 minutes et qu'il n'y a pas de répétition durant les 24 heures. L'examen neurologique du patient est strictement normal. Et il n'y a pas de signe de focalisation. C'est une crise convulsive généralisée. Contrairement aux crises convulsives fébriles complexes qui surviennent chez les nourrissons de moins de 1 an, qui sont prolongées dans le temps sur plus de 15 minutes, répétées pendant les 24 heures, avec de signes de focalisation cliniquement, et un examen neurologique qui est perturbé quand même. On a une paralysie de Todd. Quant aux examens paracliniques, donc ils ne sont pas systématiques devant les convulsions fébriles. Donc il y a une hiérarchie d'examens complémentaires. L'EEG ne trouve pas sa place dans les convulsions fébriles simples. Donc il est indiqué au cas par cas, et surtout dans les convulsions fébriles complexes. Quant à la ponction lombaire, donc il y a les définitions elles ont un peu changé. Avant, on la faisait avant 12 mois. Maintenant, c'est pour les nourrissons de moins de 6 mois, où elle devient obligatoire. Après, chez les nourrissons entre 6 et 24 mois, elle est discutée en cas de troubles neurologiques, un examen neurologique perturbé, un sepsis sévère, des signes méningés. Et au-delà de 24 mois, c'est en fonction de l'examen clinique, comme je viens de le dire. Quant aux examens biologiques, ils ne trouvent pas leur place dans les convulsions fébriles simples. Il n'y a pas d'intérêt à les faire. Et l'imagerie, l'IRM et la TD1, parce qu'on a peur quand même devant une convulsion, surtout c'est les parents qui ont peur, il n'y a pas d'indication systématique aussi à le faire. C'est en cas de convulsion fébrile focale, d'un examen neurologique perturbé ou des antécédents neurologiques chez ces patients qui présentent ces convulsions. Donc, parlant de convulsions fébriles, les parents vont venir, ils vont vous poser la question sur la récurrence et le risque d'épilepsie. Pour les récurrences, il faut savoir que 25 à 50% peuvent avoir une deuxième crise convulsive après un premier épisode. 90% des cas, après 2 ans qui suivent le premier épisode, font une deuxième crise convulsive et 1,4% ont le risque de présenter une convulsion fébrile complexe s'ils ont déjà fait une convulsion fébrile simple. Quant aux facteurs de risque de récurrence, c'est pas tous les enfants qui vont faire une récurrence, il y a certaines catégories, c'est les enfants de moins de 1 an, c'est les enfants ayant des parents de premier degré qui ont des antécédents de convulsions fébriles et des survenus au décours d'une fièvre peu élevée ou bien peu
peu prolongée, au début de l'infection. Parfois, la convulsion, elle est là, avant même que la fièvre soit détectée par les parents. Donc, ça, c'est des facteurs de risque de récurrence. Quant au risque de faire une épilepsie, donc il est de 1% en cas de convulsion fébrile simple, de 10% en cas de convulsion fébrile complexe. Et les facteurs de risque aussi, donc c'est en cas de convulsion fébrile complexe, d'un état neurologique ou de développement neurologique d'un enfant qui est perturbé, antécédents familiaux d'épilepsie et un début tardif de ces convulsions, au-delà de 6 ans. Donc là, ce n'est pas vraiment une convulsion fébrile, il faut chercher une atteinte neurologique. Développement psychomoteur et intellectuel. Réellement, il n'y a pas de retentissement sur le développement intellectuel chez les enfants qui ont présenté des convulsions fébriles. Donc, ils auront le même niveau intellectuel que les enfants normaux. Donc, pour le traitement, rapidement, je vous donne juste un petit résumé. Si on est là devant un enfant qui arrive en train de convulser, donc on doit l'hospitaliser, rassurer quand même les parents, il faut les mettre en confiance, mettre les mesures de secours, mesures générales, introduire le diazépam, donc si c'est une convulsion qui persiste pendant 5 minutes, donc à la dose de 0,5 mg kg de poids, renouvelable à 2 reprises, puis si elle persiste, on passe aux voies IV. Et bien sûr, traitement de la fièvre et de la cause de cette fièvre qui a donné qu'il a fait une convulsion. En cas d'état de mal, bien sûr, après un traitement bien établi, bien fait, on passera au traitement en IV de l'état de mal. Si on arrive dans la situation où c'est une convulsion fébrile qui a cédé, c'est dans la situation la plus fréquente. Donc là, on rassure la famille, on fait quand même un interrogatoire pour voir les caractéristiques de cette convulsion, la durée, l'examen neurologique de cet enfant, les antécédents, et quand même expliquer, essayer de rassurer les parents et de répondre à leurs questions parce qu'ils vont vous poser la question. Est-ce qu'il va faire une autre crise? Est-ce qu'il va faire une épilepsie à long terme? La prévention des récidives, donc on explique quand même aux parents qu'il faut, pour un enfant qui a fait des crises convulsives, qu'il faut traiter la fièvre le plus précocement possible pour éviter qu'il en fasse une autre. Et il n'y a pas d'indication à mettre du diazépam oral, pas d'indication de dépakine systématiquement pour les crises convulsives. Pour le traitement antiépileptique au long cours, donc les simples, il n'y a pas d'indication. Par contre, dans les convulsions fébriles complexes, où il y a une récidive successive qui fait plusieurs crises convulsives complexes, ou bien une crise convulsive complexe avec des signes neurologiques et un retard psychomoteur, anomalies radiologiques et antécédents néonataux particuliers. Là, il faut discuter la mise sous traitement antiépileptique à long cours. On préférera la dépakine, bien sûr, et on va l'arrêter rapidement au bout de 12 ans s'il n'y a plus de crise. Pour conclure, donc les conclusions fébriles, elles sont fréquentes, elles sont bénignes. Il est primordial d'informer, d'éduquer les parents, et c'est le principal temps de la prise en charge, et éviter les explorations inutiles et qui n'ont aucun intérêt. Merci de votre attention.